Dans les montagnes interdites du pays des grandes sources, tout se met en place pour accueillir la venue d'un nouveau chef. Cette terre, c'est le pays Naga, une nation oubliée aux confins de l'Inde et de la Birmanie. Exilé en Australie, l'historien Vizir Sanyou est aujourd'hui de retour dans ces montagnes. Son village natal, Konoma, est comme tous les villages nagas perché sur un promontoire qui domine une vallée encaissée. C'est la porte de notre village. Konoma abrite la tribu des Angami, l'une des 35 tribus nagas. Au lendemain de la colonisation, leur territoire a été partagé entre l'Inde et la Birmanie. Une nation de près de 3 millions de personnes est alors plongée dans une guerre fratricide qui dure depuis les années 50. La famille de Vizir vit ici, à Konoma. Il y a une dizaine d'années, Vizir a quitté son village pour trouver refuge en Australie. Ces rizières en terrasse m'ont été léguées par mon père. Nous possédons ces champs depuis 14 générations. 1879. Cet officier britannique a été tué par les guerriers de Konoma. Les Britanniques ont envahi notre village en 1879 sous le commandement du général Nashon et nous avons vaillamment défendu notre terre. Konoma est une communauté martyre. D'abord cible de l'armée britannique, elle a été par la suite régulièrement assaillie par l'armée indienne. Aujourd'hui encore, elle est étroitement surveillée par les services de sécurité indiens. Le père de Vizir a été emprisonné et torturé à diverses reprises. Il était le chef de Konoma. Au moindre événement, c'est lui que l'armée venait arrêter. C'est la tombe de mon père. Konoma est aussi le village natal d'Angami Zapu Fizo, le chef historique du mouvement d'indépendance. Dans les années 1950, juste après l'indépendance de l'Inde et l'occupation du Nagaland par les troupes de Nehru, Fizo fonde le NNC, le Naga National Council. Cette organisation politique luttera sans répit pour la souveraineté du Nagaland. Vizir nous conduit chez l'un de ses cousins, neveu du président Fizo. Nous sommes très fiers de notre village. Lorsque les Britanniques nous ont envahis, nous leur avons tenu tête. On s'est battu pour notre indépendance. Quand les Britanniques sont partis, l'armée indienne a attaqué à son tour. Il a fallu se défendre également contre les Indiens. Nous avons toujours résisté à l'invasion de notre terre.
On vit ici depuis des siècles. En 1956, l'armée indienne a brûlé notre village. On s'est caché dans la jungle jusqu'en 1960. Fizeau dirigeait le mouvement indépendantiste depuis Londres, où il s'est exilé dans les années 1950. Il repose aujourd'hui dans son mausolée de Kohima, l'actuelle capitale de l'État indien du Nagaland. Le pays naga s'étire de part et d'autre de la frontière indo-birmane. C'est une zone interdite. Dans sa partie indienne, le pays naga s'étend sur tout l'État du Nagaland. Il couvre aussi les États de l'Assam, du Manipur et de l'Arunachal Pradesh. En Birmanie, il correspond aux montagnes qui dominent la vallée de la rivière Chinduin. Vizir part pour le pays des grandes sources, de l'autre côté de la frontière, en Birmanie. Il y a 12 ans, Vizir a suivi un groupe de maquisards du NNC jusqu'en Birmanie. Dans ces montagnes reculées, il s'est lié d'amitié avec les Kiamnungan, la tribu des grandes sources. Leur chef a fait promettre à Vizir de revenir. La raison ? Il veut l'introniser chef à son tour lors de la grande cérémonie du Liamke. Vizir veut honorer sa promesse. Après plusieurs tentatives infructueuses, il tente à nouveau de pénétrer clandestinement en Birmanie. Les hommes quittent Kohima discrètement, direction la zone frontalière. De nombreux postes de péage militaires jalonnent la route. Chaque région traversée est contrôlée par des factions rivales, comme les extrémistes du chef de guerre Kaplang ou les maoïstes IM de Isaac et Muiva. À l'approche de la frontière, les pistes deviennent impraticables. Les hommes abandonnent le véhicule et poursuivent à pied. Sangwan est l'un des derniers chefs historiques du mouvement NNC. La plupart des leaders ont été assassinés. À chaque instant, Sangwan risque le même sort, sans parler des dangers de la vie clandestine. J'ai été attaqué par un ours. J'étais seul. J'ai failli mourir. Toute la chair de ma tête a été arrachée, comme ça. J'ai perdu un œil et il m'a brisé la mâchoire. J'avais très mal et je saignais beaucoup. J'ai perdu tellement de sang que j'ai cru mourir. Mais mes jambes et mon cœur étaient forts, alors j'ai marché. Au bout de 3 heures, j'ai atteint le village. Depuis cette attaque en pleine jungle birmane, Sangwan cache son visage derrière des lunettes noires. Vizir et moi sommes amis depuis plus de 20 ans. Nous nous sommes connus en 1987 lors de ma première expédition clandestine dans les monts Naga. Nous quittons le dernier village Naga côté indien pour une interminable marche vers la ligne de partage des eaux sur les sommets des monts Patkai. Notre avancée est pénible, la pluie incessante. C'est à flanc de montagne, à l'abri d'une grotte, que nous passons la nuit. Si on se couche comme ça, on peut dormir à 5 ou 6. 1, 2, 3... Il faut reprendre l'ascension dès l'aube pour atteindre la frontière birmane avant le coucher du soleil. Vizir s'est déchiré un muscle. Chaque pas est une souffrance.
En fin de journée, par un froid glacial, nous parvenons enfin sur la ligne de partage des eaux, à 3500 mètres d'altitude. Nous passons la nuit dans ce refuge ouvert au vent. Malgré le feu, nous sommes transis de froid. Sangwon, combien d'heures de marche reste-t-il? Il faut compter 2 heures pour la descente. 2 heures, d'accord. Et de la rivière au premier village, il faudra encore 1 heure et demie. Vizir, comment va ta jambe? J'ai très mal. Toujours autant? Oui, Tu crois que ça va aller pour descendre? je vais faire tout mon possible. Hier, c'était vraiment difficile. De l'autre côté, la descente est raide vers les hautes vallées birmanes. Nous pénétrons dans le territoire du peuple des Grandes Sources, de farouches Nagas, des chasseurs de têtes. Notre interminable progression se poursuit. Les visages sont tendus. Le risque de faire une mauvaise rencontre est constant. D'ici, on peut voir la vallée de la Chinduin, mais les nuages cachent la rivière. C'est le territoire des Kamyungan? Oui, tout ça, c'est le territoire des Kamyungan. Alors on est définitivement en Birmanie maintenant. Oui. Le premier village Kamyungan n'est plus très loin. Plusieurs jeunes sont venus à notre rencontre. Ils nous ont préparé un petit repas au bord de l'eau. Instant de plaisir et de partage après des journées de marche harassantes. Tu dis qu'on est en Birmanie? Oui, on est bien en Birmanie maintenant. Comment peux-tu dire que c'est la Birmanie? C'est le Nagaland. Ah, d'accord. On est au Nagaland. Tu penses qu'on est en Birmanie à cause de cette frontière artificielle? Mais on est au Nagaland. Oui. Nous, on ne reconnaît pas cette frontière. Deux heures plus tard, nous parvenons à une porte de bambou. C'est l'entrée de Tingnyungan, notre premier village naga birman. Quelques hommes nous attendent. Je vous souhaite de ne jamais connaître la maladie à la fin. Longue vie à vous. La lance remise à Vizir symbolise la bienvenue, la protection et la virilité. Les femmes ne sont pas autorisées à la toucher. Pour parer à toute attaque, l'homme, lui, ne la quitte jamais. Elle est aussi utilisée pour la chasse et accompagne toujours les danses nagas. Qu'est-ce que ça a changé? 12 ans déjà. Toute la communauté nous attend. Les enfants nous accueillent main levée. Pas mal de changements, en effet. Les vêtements traditionnels ont pratiquement disparu. Et les rites guerriers pour l'accueil des visiteurs ne sont plus pratiqués. J'appartiens au peuple libre des Nagas. Les Britanniques nous appelaient ainsi, déclarant notre territoire zone non administrée ou zone inexplorée. Nous n'avons pas été dominés par les Britanniques. Mais quand les Britanniques sont partis, ils ont déclaré que notre territoire était une partie de l'Inde et de la Birmanie. C'est le point de départ de tous nos problèmes et du conflit. Nous devions défendre notre pays, alors nous avons commencé à nous battre contre eux. Au début des années 2000, des églises baptistes sont érigées un peu partout. Les pasteurs nagas n'hésitent pas à traverser illégalement la frontière
pour évangéliser les villages les plus reculés à l'intérieur de la Birmanie. Les missionnaires baptistes américains sont partout dans le monde. Mais ici, l'évangélisation de la population a été effectuée par les Nagas eux-mêmes. Ils ont accepté le gospel, la parole de Dieu, et ils ont eu le désir de transmettre ce message à leurs amis et voisins. Presque toute l'évangélisation des Nagas a été effectuée par notre peuple. C'est comme ça que le christianisme s'est propagé. Les Konyak et les Émis sont des chefferies. Quand le chef du village décide quelque chose, tout le village le suit. Si le chef se convertit, les villageois font de même. C'est pourquoi dans certains endroits, le christianisme s'est développé très rapidement. Voilà déjà plusieurs jours que nous avons quitté Kohima. Les hommes sont épuisés et notre destination, le village de Tangnokhyu, est encore loin. Allez, courage, encore quelques heures. C'est vraiment une expédition difficile, mais on va y arriver. Coming to the door. Oh. T'as ta caméra? Des cris stridents annoncent la présence des Kiamnungan. Vizir leur répond. « 12 ans après, Vizir retrouve enfin la tribu des Grandes Sources. Cette procession solennelle nous transporte dans un autre monde. La fatigue et les tensions des interminables journées de marche font place à l'émotion et au bonheur de ces retrouvailles tant attendues. Pachen est le chef du village. Il nous reçoit dans une cour. On nous y offre des bols d'eau chaude et des œufs. Les chefs discutent de notre séjour, de notre sécurité et surtout des moyens d'éviter que l'armée birmane ne soit informée de notre présence. Le plus proche bataillon birman n'est qu'à 3 jours d'ici. En contrebas du village, une église baptiste. Le pasteur détient maintenant l'autorité coutumière qui était l'apanage du chef. La plupart des objets de culte traditionnels ont été détruits. Ultime témoignage de ses croyances, le Morung. Cette maison des cérémonies abrite des têtes d'animaux sacrifiés et les symboles de la cosmogonie animiste héritée des ancêtres. Quand les premiers missionnaires sont arrivés, ils nous ont dit que nos traditions étaient mauvaises. Maintenant, avec le recul, on pense qu'on n'aurait pas dû réagir comme ça. La cérémonie de couronnement de Vizir approche. La communauté est en effervescence.
Les villageois déplacent le tambour de cérémonie qu'ils façonnent depuis 1 an au cœur de la forêt. Il faut le hisser jusqu'au village. Tout le monde s'active. Les enfants participent eux aussi à l'effort collectif. Vizir nous explique que dans les temps anciens, un rêve divinatoire désignait l'arbre à abattre. Les Nagas croient au pouvoir des songes. Les rêves sont pour eux prémonitoires. C'est une forme de spiritualité pour tous, animistes et chrétiens. Le lendemain matin, Vizir est convié par le chef à assister au sacrifice du Mitoun, donné en son honneur. Mi-bœuf, mi-yak, le Mitoun vit livré à lui-même dans les montagnes qui dominent le village. Les Nagas ne le capturent que pour les grandes occasions. Le chef des Kiamnungan demande solennellement pardon au Mitoun. Il dédie le sacrifice aux esprits protecteurs de la tribu et à ses hôtes. Nous te sacrifions, Mitoun, pour une grande occasion. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau membre dans notre communauté. Nous allons tous partager cette nourriture sacrée. Il offre à l'esprit de l'animal un peu d'alcool de riz dans une feuille de bananier. Le Mitoun est mis à mort d'un coup de lance en plein cœur. Plus tard, sa tête sera accrochée sur le fronton de la maison cérémonielle. Son esprit pourra ainsi continuer à habiter dans ce crâne et veiller sur le village. Malgré la conversion massive au christianisme, les Nagas continuent à croire aux multiples esprits qui habitent leur imaginaire. À côté du Dieu suprême, qui est une déesse pour les Angami, Dieu protecteur et esprit mauvais coexistent. Ces derniers les effraient particulièrement et ils essaient de s'en protéger à l'aide de rites. Chaque famille se prépare. Celle du chef de guerre qui nous héberge et nous protège ne fait pas exception. Les arts de la parure et du tissage tiennent une part importante dans la culture naga. Les carrés rouges et les bordures bleues caractérisent les Kiamnungan. Chaque tribu se reconnaît aux motifs sur ses châles et ses pagnes, à ses colliers et aux coiffes portées par les hommes. Mais les parures traditionnelles se font rares. Notre village est très pauvre. Toutes nos parures ont été brûlées par les troupes de Muiva et Isaac. Nous avons perdu les ornements de nos ancêtres. Tout a été pillé ou brûlé. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir dans ma maison.
L'Église baptiste a sa part de responsabilité dans cette destruction. Dès son arrivée, elle a fait détruire les objets de culte traditionnels, comme le grand tambour de cérémonie. À l'intérieur de la chapelle, Vizir tente de convaincre les villageois que la tradition des pères constitue un ciment identitaire qu'il ne faut pas détruire et qu'elle n'est pas forcément en opposition avec le message chrétien apporté par les frères Naga venus de l'autre côté de la montagne. Le grand tambour n'est plus très loin du village. Sur place, la foule le pousse, le tire et le hisse à l'aide d'un réseau complexe de lianes. Pendant des heures, une marée humaine hisse centimètre par centimètre le géant de la forêt. La cérémonie du Liamke aura lieu aujourd'hui. Les femmes de la tribu nous préparent un petit déjeuner consistant, car la journée va être longue. Le tambour est maintenant en bordure du village, sur le terre-plein central. La foule redouble d'énergie et d'enthousiasme. On ne va pas se faire mal. Le géant de la forêt arrive enfin sur la place des cérémonies, devant le Morung. C'est un objet rituel pour les Kiamnungan. C'est un symbole culturel très important pour eux. Autrefois, lorsqu'ils coupaient les têtes de leurs ennemis, ils les plaçaient à l'intérieur du tambour, puis le battaient. Pendant les éclipses lunaires, les Kiamnungan croient que le tigre a dévoré la lune. Alors ils frappent le tambour sacré pour la faire renaître. Malheureusement, les missionnaires ont fait détruire les tambours. Pour eux, ces objets étaient diaboliques, car on y entreposait les têtes des ennemis. Je les ai convaincus de rapporter le tambour. C'est important pour la préservation de notre culture. Et il est essentiel pour cette cérémonie du Liamke. Les jeunes sont très intéressés par les photos de la première expédition de Vizir, ici, il y a 12 ans. La société Naga a longtemps été basée sur un mode de filiation matrilinéaire. Le patriarcat est arrivé plus récemment, sans doute avec le développement de structures guerrières. Devant le Morung, la cérémonie débute enfin. Les guerriers se positionnent sur 2 longues planches surélevées, tout autour du grand tambour sacré. Dans la vallée, le rythme sourd du tambour convoque les esprits. Il annonce le couronnement de Vizir Sanyou et l'alliance entre le peuple des grandes sources
est celui des Angami Naga, la tribu de Vizir. Plusieurs jeunes filles apportent des présents. Toutes ont le visage peint des symboles rituels du peuple des Grandes Sources. Chefs de guerre et chefs coutumiers rendent hommage à leurs hôtes, à Vizir et à Sangwan. Sous le regard figé du Mitoun, Vizir est doté du châle traditionnel des Kiamnungan et du coupe-tête. Puis Pachen le couronne de la coiffe rituelle des chefs des Kiamnungan. Votre village est béni. Je souhaite que vous ne connaissiez plus la maladie, la misère et la famine. Vous m'avez fait aujourd'hui un grand honneur. Vous m'avez adopté dans la famille des chefs de votre village. Conformément à notre tradition naga, je devais apporter un mitoun et une poche de sel. La voici. L'événement le plus important de la cérémonie, c'est le retour du grand tambour au centre du village. Il est le cœur et l'âme de notre culture. Que les esprits des ancêtres de notre peuple reviennent sur notre terre. Je me vois remettre le châle et le coupe-tête. Merci. Puis c'est au tour de Ken. Et enfin de Sangwan. Toute l'assemblée se met alors à prier à voix haute. Les Nokpao, les chefs traditionnels et les prêtres, en appellent aux esprits des deux clans pour qu'ils s'unissent, assurent l'harmonie, la paix et la prospérité des deux tribus. Et surtout qu'ils les préservent de la guerre, de la famine et de la maladie. Le pasteur se joint à eux pour une prière intense. La tribu se retrouve autour du grand banquet. Les villageois et leurs invités dégustent la viande du mitoun et tous les mets préparés par les familles. Pour ces Nagas très pauvres, c'est un véritable festin. Ici, on ne se nourrit la plupart du temps que de riz pimenté et d'un peu de sel. Une dizaine de jeunes vierges tiennent une calebasse de thé chaud. Elles se placent en ligne pour un cérémonial symbolisant la force du lien social. Celui-ci est représenté par le chemin continu suivi par le thé, qui de calebasse en calebasse, de jeune fille en jeune fille, passe de la montagne à Vizir.
Vizir mime l'ivresse qui était toujours de mise dans le passé. L'eau de vie est désormais interdite par l'Église baptiste. Les guerriers se positionnent autour de Vizir. Ils entament une série de danses devant la maison cérémonielle et le grand tambour sacré. Liamke signifie le pacte de paix. À cette occasion, les chefs s'engagent à maintenir une paix durable entre leurs peuples. Ils promettent aussi de se protéger mutuellement. Il y a 12 ans, il y avait seulement quelques chrétiens ici. Les chefs étaient encore très puissants. Il y avait beaucoup de traditions. Depuis quelques années, beaucoup des anciennes traditions ont été abandonnées. L'habitat n'est plus le même. Ils ont bâti une grande église. Beaucoup de choses ont changé. Mais ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est le retour du grand tambour sacré sur la place des cérémonies. Désormais, il est ici pour toujours. Entre deux danses, les guerriers exhibent fièrement leurs tatouages. Seuls les chasseurs de têtes ont l'honneur d'arborer ces tatouages rituels. La complexité du dessin dépend de la qualité du chasseur. Cet ancien a plusieurs têtes à son actif. Dans ces régions reculées de Birmanie, la chasse aux têtes était encore pratiquée à la fin des années 1980 et les raids guerriers étaient fréquents entre tribus ennemies. Jusque tard dans la nuit, les danses se poursuivent. Même la pluie ne parvient pas à les arrêter. Notre incursion clandestine en Birmanie, aujourd'hui appelée Myanmar, touche à sa fin. À tout instant, l'armée birmane peut avoir vent de notre présence. Chaque nouveau jour passé dans le village accroît ce risque. Il faut partir. Le gouvernement du Myanmar nous néglige totalement. La Birmanie ne nous permet aucun développement. Ils nous utilisent uniquement comme leurs porteurs. Lorsqu'ils sont emmenés comme porteurs, nos frères et nos sœurs meurent sur les routes. Les villageois redoutent les soldats du Myanmar. Ils volent tout ce qui leur tombe sous la main. Ils emmènent les jeunes Nagas qu'ils utilisent comme porteurs. Les soldats n'hésitent pas à les battre ou les tuer, au moindre signe de faiblesse. Ils s'emparent souvent des jeunes filles. En partant, ils brûlent les greniers à grains, laissant les villageois désemparés, meurtris. Comme le veut la tradition, plusieurs Khamnungan nous accompagnent sur la piste jusqu'à la porte du village. Nous changeons d'itinéraire pour éviter de tomber sur l'armée birmane ou une faction ennemie du NNC de Sangwan. Un dernier regard vers nos amis Khamnungan et la montagne engloutit à nouveau nos pas. Arrivé au sommet des monts Patkai, là où une frontière sépare le pays Naga en deux, Vizir se tourne une dernière fois vers le territoire du peuple des grandes sources.
Accroché à la montagne, Kohima, la capitale de l'État indien du Nagaland, est un gros village malade d'avoir trop vite grandi. La situation est difficile à cause des conflits fratricides entre les différentes factions nagas. Nous ne pourrons rien faire tant que nous ne parviendrons pas à trouver la paix. Un conducteur de taxi nous a raconté qu'il est obligé de demander toujours plus cher à ses clients car il est racketté par 3 factions différentes. Si on continue comme ça, on n'a aucun futur. Kohima est la ville de toutes les tensions. Des rebelles anonymes y côtoient des militaires et des membres des services secrets indiens. La nuit, le calme relatif des rues est souvent brisé par quelques coups de feu sur un officiel ou sur un supposé responsable d'un supposé mouvement rebelle. La société naga se bat pour sa souveraineté depuis plus de 5 décennies. Beaucoup de vies ont été perdues. Beaucoup de nos biens ont été détruits. Dieu merci, il y a actuellement un cessez-le-feu entre le gouvernement indien et les groupes de résistance naga. Avec cette trêve, le pays est plus paisible. Sans la paix, nous ne pourrons pas développer le Nagaland. Personne ne veut investir ici. Les touristes ont peur de venir. Nous, les Nagas, possédons une riche culture. Nous sommes uniques et le monde entier souhaiterait nous découvrir. Mais c'est une zone interdite et dangereuse. Les étrangers ne sont pas autorisés à venir ici et même ceux qui le sont hésitent à le faire. L'agriculture est à ce jour la seule activité économique du Nagaland. L'industrie est inexistante. Les commerces et les services sont pratiquement tous tenus par des Indiens. Les jeunes tentent d'oublier leur désespoir dans les rares distractions qu'offre le pays, comme ici une compétition nationale de lutte naga. La lutte est pratiquée avec ferveur dans la plupart des tribus. C'est à juste titre qu'elle a été érigée au rang de sport national. Mais ces festivités cachent péniblement les désillusions d'une jeunesse tiraillée entre les tensions politiques et l'espoir d'un changement. L'Association des maires du Nagaland est influente. Elle a mis en place un centre d'accueil pour les malades du sida. Nous avons ouvert ce centre en 2001 pour les séropositifs. C'est un projet de l'Association des maires du Nagaland. L'épidémie de sida prend ici des proportions de plus en plus inquiétantes. La médecine traditionnelle joue un rôle important car le Nagaland reste à l'écart des programmes internationaux de prévention et de soins des malades. La situation ici est préoccupante. La plupart des infections sont dues aux injections intraveineuses de produits stupéfiants. La drogue est un problème très sérieux ici. Nous sommes tout près du Triangle d'Or, qui est toujours l'une des plus grandes zones de production d'héroïne de la planète. La consommation de drogue chez nos jeunes ne cesse d'augmenter. De nombreux facteurs sont responsables de cet accroissement. D'abord, il y a les conflits, le conflit politique, les conflits internes, ce conflit interminable entre l'Inde et les Nagas,
Et puis, il y a de gros problèmes économiques ici. Il n'y a pas de travail, pas d'industrie et une très forte militarisation. Tout est militarisé. Quelques rares initiatives, souvent individuelles, tentent d'apporter des solutions au problème du chômage. Netshute Diulo a mis en place un système de microcrédit. Il permet de démarrer une petite activité sans apport de départ. De nombreuses femmes, surtout des veuves, en bénéficient aujourd'hui. Nous avons mis en place ce système pour aider les jeunes à se lancer. C'est indispensable. Au Nagaland, 90 à 95% des entreprises sont dirigées, contrôlées et appartiennent à des non-nagas. C'est un point essentiel pour la survie de notre peuple. Tout ça entraîne des conflits sociaux, comme dans d'autres régions du nord-est de l'Inde. Cette boutique a été ouverte il y a 3 ans. Les premiers jours, ils n'ont pas réussi à vendre le moindre article. Aujourd'hui, ils sont assez satisfaits de leur vente. Ils paient un petit loyer pour la boutique, mais il leur reste assez d'argent pour vivre. Netshute nous emmène dans son village, Tetsumi. Il est situé au cœur du pays Chakhesang, une tribu réputée dans tout le Nagaland pour ses chants et ses danses. Ces têtes représentent celles de nos ennemis que nos guerriers ont coupées pendant les guerres. Chaque paire correspond à une tête humaine. L'une symbolise son corps, l'autre son esprit. J'ai connu beaucoup de veuves ici. Elles ont perdu leur mari et parfois leurs enfants. L'armée indienne les a tués et beaucoup sont aujourd'hui mutilés ou handicapés. Nous voulons voir nos enfants devenir des leaders et préparer le chemin pour les autres. Au lieu de ça, nous les voyons se faire tuer sous nos yeux. Nous, les femmes, souffrons beaucoup de cet interminable conflit. Nous n'attendons qu'une chose, le jour où il sera résolu. Sous l'impulsion de Netshute, une association de sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel des Chakhesang a vu le jour à Tetsumi. Formés par les anciens du village, une quarantaine de jeunes apprennent les chants et les danses qui ont fait la réputation de leur peuple. Vizir rejoint sa famille de Konoma une dernière fois, avant de regagner l'Australie, son pays d'exil.